Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. Les employeurs ne veulent pas, quand on annonce une épilepsie, ils ont peur de l'absentéisme en général. Je trouve que c'est trop tabou. Les gens ne parlent pas de l'épilepsie parce qu'ils ont peur de ne pas avoir un emploi. J'ai eu comme si j'avais l'envie de dévisser la tête en partant sur la gauche. Les enfants, les parents d'enfants épileptiques n'en parlent pas parce qu'on a l'impression que c'est honteux, quoi, alors que non. L'épilepsie touche près de 50 millions de personnes dans le monde. En Suisse, on compte 8 nouveaux cas par jour. Mais c'est aussi une pathologie qui reste méconnue. Dans l'Antiquité, on la considérait comme surnaturelle, on l'associait aux dieux. Au Moyen-Âge, elle était plutôt associée au diable. Alors l'Antidote a voulu pour vous démystifier l'épilepsie, car les personnes qui souffrent de ces symptômes se sentent encore aujourd'hui stigmatisées. Dans ce contexte moyenâgeux du château de Chillon, on pouvait imaginer que certaines maladies étaient un réel mystère pour le commun des mortels. L'épilepsie, de par ses crises spectaculaires, a particulièrement frappé l'imaginaire. Toute société humaine a tendance à essayer de donner du sens par les moyens du bord, si je puis dire, à ce qui arrive. Vous êtes malade, la souffrance, la douleur, c'est des choses. La mort, c'est inexplicable. Et une façon d'expliquer cela, c'est de construire un cadre d'interprétation où effectivement vous n'êtes pas coupable, mais c'est le diable qui vous saisit, ou Dieu qui vous punit, ou au contraire qui vous récompense lorsqu'il vous guérit. On aussi trouver les passages dans le livre. C'est assez bien écrit dans l'Évangile et dans la Bible aussi, mais je pense que c'est une des maladies vues sans caractère spectaculaire qui a été le plus souvent décrite dans les écrits anciens. Pas seulement par les médecins, mais aussi par les poètes ou les écrivains. Voilà, alors les symptômes décrits dans la Bible, et en particulier dans l'Évangile, font évidemment penser assez nettement à l'épilepsie. On trouve des descriptions des crises d'épilepsie dans l'Évangile. Hippocrate, le célèbre médecin grec, en a fait un traité durant l'Antiquité. Jules César en était atteint. Faut-il appeler un médecin? Surtout pas. À aucun prix on ne doit savoir qu'il souffre de ce mal. Personne ne suivra un homme qu'Apollon a frappé d'épilepsie. Aujourd'hui, on sait que l'épilepsie est un trouble neurologique, caractérisé par des crises qui durent en général quelques secondes et qui reviennent durant plusieurs mois ou parfois toute la vie. Mais en dehors des crises, la personne peut fonctionner tout à fait normalement. Professeur à l'Université de Lausanne en histoire de la médecine, Vincent Barras est fasciné par la part d'ombre qu'occupe l'épilepsie dans l'histoire. Part d'ombre qui a traversé les siècles, car aujourd'hui, même si elle touche 3000 nouvelles personnes par année en Suisse, elle chavire toujours autant la vie des victimes et de leurs proches. Doucement, doucement, cours pas, chérie, cours pas. Bonjour, mon amour. Ça va? T'as dit bonjour à ton frère? On y va? La première crise, c'était un soir à table. On mangeait une salade de carottes, tous en famille. Et puis elle a convulsé, en fait. Elle s'est penchée sur moi. On pensait qu'elle faisait la zouave, parce qu'elle faisait toujours la zouavette à table. Et non, en fait, elle était en pleine convulsion. Donc au début, on a cru qu'elle s'étranglait avec ses carottes. Donc mon mari a fait les premiers secours. Et puis rien, elle est devenue très vite bleue. Beaucoup de convulsions, beaucoup de mousse dans sa bouche. Donc on a appelé les secours en fait, et puis ils nous ont pas dit tout de suite. Il a fallu plusieurs crises. La première crise était en novembre, elle a été déclarée épileptique en janvier. Il y a tout qui s'est écroulé ce jour-là.
va faire les 4 heures. Ça, c'est le bon moment hein, pour vous, les 4 heures, bande de petits goins. Après les chevals. Et après, oui, mais après, avant, on a des choses à faire avant d'aller au cheval, ma fille. Kathleen, tu viens ranger ton bébé, s'il te plaît. Kathleen a 11 ans, elle galère depuis 4 ans, mais à la maison, dans le quotidien, on est désormais habitué à ces crises. En fait, ma gorge, elle est bizarre. Et après, je sens des petits picotements dans mon corps, des choses que je sens pas normalement. Après, t'as la salive qui monte. Et c'est pas confortable. Après, elle se rappelle plus, une fois que la crise a démarré, elle sait plus du tout ce qui s'est passé. T'étais un bébé. De 2,50 balles. Oui. Kathleen, t'as pas de leçon? Non. Eh ben, on va réviser un peu. Mais moi, j'ai très mal au ventre. Bien sûr. Kathleen, c'est très physique. C'est sa bouche et son œil qui bougent d'une façon très bizarre, avec lequel elle jouait beaucoup au début, parce qu'il a fallu lui apprendre qu'elle ne pouvait pas jouer avec ça, parce que moi, dès qu'elle faisait ça, j'arrêtais tout ce que je faisais. Donc moi, ma vie, elle n'avait plus vraiment de sens à un moment. Je me suis dit, j'étais son ombre en fait. Son ombre, et en plus, je devançais le truc, donc j'étais jamais 5 minutes tranquille, ouais. À l'époque, je travaillais, c'était juste l'horreur d'aller travailler, quoi. Tu prends ton sac d'école. Fanny a dû arrêter de travailler, le temps que les choses se stabilisent. Pendant 6 mois, les crises de Kathleen se sont succédées jusqu'à ce qu'on la déclare épileptique et que les traitements s'ajustent. Kathleen a affronté cette période avec beaucoup de courage. 3 pour aller à 10. Si j'enlève 3, il reste combien pour aller à 10? 7. Voilà. Imaginez-vous un court-circuit, parce que finalement l'image de l'électricité est la bonne dans cette situation. Un court-circuit qui se répand plus ou moins, soit sur l'ensemble du cerveau, dans certaines formes d'épilepsie qu'on appelle généralisée, soit finalement qui a à l'origine quelque part un point de faiblesse du cerveau et qui a tendance à se répandre et embraser une partie plus ou moins importante du cerveau. François Sylvain a de l'épilepsie depuis qu'il a 4 ans. Le docteur Folletti s'intéresse particulièrement à son histoire car François a vécu une expérience rarissime. Comme dans son cas, l'épilepsie se déclare souvent durant l'enfance, mais les crises se ralentissent en général et peuvent même disparaître à l'âge adulte chez 2/3 des patients. Pour diagnostiquer la crise et pour mieux la comprendre, le neurologue procède à un électroencéphalogramme. Il permet de localiser le court-circuit dans le cerveau, d'identifier le type de crise et de déterminer le traitement adéquat. La crise la plus fréquente est la tonico-clonique, aussi appelée le grand mal. Elle provoque des convulsions et la perte de conscience de la personne. Mais il existe toute une multitude d'autres crises moins connues, comme les absences, où la personne est absente, elle perd le contact pendant quelques secondes. La personne peut même continuer à marcher, à faire des gestes sans s'en rendre compte. Nous pourrions chacun de nous avoir une épilepsie et pourtant travailler tranquillement comme on travaille maintenant sans aucun problème. C'est par chance la situation d'une majorité de personnes avec épilepsie, comme nous, avec une intelligence normale, un fonctionnement normal dans la vie de tous les jours, sans problème psychique, sans problème professionnel. Par chance, avec les moyens d'aujourd'hui, c'est une majorité de personnes avec épilepsie qui fonctionnent comme ça. Il reste une minorité, peut-être 30%, disons comme ça, qui ont une épilepsie plus ou moins difficile à traiter. Il y en a certaines qui sont vraiment des personnes totalement malades, rendues malades par la maladie, avec des crises fréquentes, avec des crises qui répondent mal aux médicaments, confrontées aux effets secondaires des médicaments, au risque de crise, n'est-ce pas? C'est par chance une relative minorité. Vous avez dû arrêter de travailler? L'épilepsie n'est pas héréditaire, mais dans un petit nombre de cas, il peut y avoir une prédisposition génétique à l'épilepsie. Ce qui cause les crises en général, c'est plutôt un dysfonctionnement du cerveau, une autre maladie, une infection, une dépendance alcoolique, un traumatisme ou une tumeur. C'est un peu l'histoire de Marc Ramseyer. Je circulais dans la zone, d'ailleurs je crois que c'est une zone 30 aussi, dans ce village de Potala. Donc j'ai mis la marche arrière sur le véhicule. Et puis à partir de là, j'ai perdu connaissance.
La voiture est arrivée devant un porche de sortie pour un bâtiment. Et le propriétaire m'a vu dans la voiture gesticulant. Il a pas osé approcher de la voiture. Lui, il a pensé que j'attendais une personne de l'immeuble pour partir. Et en fait, j'étais en pleine crise. Donc vous êtes resté 1 heure entre les convulsions et puis... Ouais, apparemment, c'est ce qui s'est passé. Et là, vous aviez perdu connaissance? Ah là, j'ai plus de souvenirs du tout. Suite à cette première crise, on découvre une tumeur dans le cerveau de Marc Ramseyer. La crise et l'accident ont donc révélé un cancer important et l'opération a lieu de suite. Aujourd'hui, Marc est en convalescence et les crises épileptiques ont continué. Il a dû abandonner son travail et son permis de conduire et sa vie a pris un tout autre sens. Je revois la vie totalement différemment. J'essaye de profiter le maximum de tout ce que je peux faire maintenant. Parce que je sais qu'on peut partir très rapidement. Pour la maladie. Marc devra suivre un traitement antiépileptique à vie, un traitement léger. Mais il pourra certainement vivre normalement avec ses symptômes, plus facilement qu'avec le cancer. Chez Kathleen, on ne connaît pas précisément les causes de son épilepsie. Elle doit prendre un traitement lourd pour éviter les crises. Un comme ça. Elle prend 4 comprimés le matin et 3 le soir, maintenant. Et 2 comme ça. Mais elle était arrivée à une époque avec 6 ou 7 le matin et 8 le soir, je crois. Elle a perdu beaucoup ses cheveux à un moment. Les dents, elle a fait énormément de caries. La dernière fois, elle en avait 8, juste dans sa petite bouche. Les abcès dentaires, elle a eu énormément sous les dents, en fait. Elle a eu très très mal au ventre aussi avec un des médicaments. Donc on a essayé plusieurs trucs, manger avant, manger pendant, manger après. Puis maintenant on arrive au bout de quelques temps, voilà, mais comme on réadapte toujours un petit peu, pour l'instant ils ne veulent plus toucher. Parce qu'ils disent pour l'instant il n'y a rien. Donc on va tous nous laisser respirer un petit peu pendant quelques temps sans rien. Voilà, on ne change rien. Mais l'ami n'a pas encore de... Malgré les effets secondaires, les médicaments peuvent grandement améliorer la qualité de vie. À 19 ans, François pensait être guéri de son épilepsie. Il a donc arrêté son traitement et il a vécu l'horreur. J'étais devant l'ordinateur et j'ai eu à nouveau cet effet de sortir de mon corps. Et j'ai vu mon corps sortir. J'avais un petit couteau de Suisse dans ma poche. Et j'ai vu mon corps le sortir, l'ouvrir et planter ici, dans mon ventre, le couteau. Et ensuite, j'ai été à nouveau dans mon corps. Et on l'amène en ambulance à l'hôpital le plus proche. Et c'est les urgentistes de l'hôpital qui m'appellent et me demandent est-ce que c'est un schizophrène, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis non, je dis que non. Quand j'étais à l'extérieur de mon corps, je ne pouvais rien faire. J'avais vraiment l'impression que mon corps ne réagissait pas à mon esprit, que c'était vraiment séparé. Il n'a jamais eu des idées suicidaires, ni avant cela, ni après cela, mais jamais. C'est une situation rarissime. C'est une crise épileptique. Hein, c'est une crise épileptique qu'on appelle une aura de décorporation. Donc, hein. Sa conscience de soi quitte le corps, il se voit à l'extérieur du corps, qu'il ne commande plus du tout, qui reste étranger pendant quelques secondes à ce qui se passe. Pourquoi? Parce que... Le coup de couteau que François s'est donné n'a heureusement touché aucun organe et il s'en est tiré à bon compte. Il a compris surtout qu'il ne pouvait pas vivre sans ses médicaments. Ça montre à quel point finalement le discours est important dans le cadre d'une consultation d'épileptologie. C'est une médecine discursive. Je vois pratiquement jamais des crises épileptiques, mais par contre, le patient me les raconte parfois d'une façon très saisissante, comme François aujourd'hui. La plupart des fois, j'ai des témoignages directs ou indirects des crises épileptiques, et c'est comme cela qu'on soigne, c'est comme cela qu'on suit et qu'on fait l'essentiel du travail en épileptologie. Le docteur Folletti dispose d'une vingtaine de médicaments antiépileptiques différents. Des antiépileptiques qui agissent sur le cortex cérébral, dans l'enveloppe à la surface du cerveau qu'on appelle la substance grise. C'est là où se situe le plus grand nombre de neurones. Les traitements ont un but,
diminuer l'excitabilité de ces neurones et éviter du coup les courts-circuits à l'origine des crises. Mais au Moyen-Âge, les antiépileptiques n'existaient pas et on soignait bien autrement l'épilepsie. Les traitements un peu généraux, mais qu'on appliquait à l'épilepsie, c'était les bains. Le rapport de l'extérieur, envelopper le corps par des bains chauds ou froids, ou des moyens de contention qui sont des moyens, c'est pas seulement de la pure cruauté, ces moyens de contention, c'est aussi des moyens de rétablir un rapport entre le corps qui a perdu en quelque sorte ses moyens, qui a été possédé par cette maladie mystérieuse et son environnement. Ensuite, il y a des moyens, je dirais, psychothérapeutiques, avec les guillemets d'usage. Évidemment, les psychanalystes d'aujourd'hui ne s'y reconnaîtraient pas, mais quelque chose comme les exorcismes, c'est aussi des rapports. C'est pas seulement de la pure superstition, en tout cas à mes yeux d'historien, c'est justement essayer de tenter un rapport avec un système d'explication qui est celui de la religion du temps, de faire revenir le malade, la personne atteinte de cette possession à une certaine réalité. Encore aujourd'hui, l'épilepsie fait peur. Et en dehors des crises, c'est souvent un fardeau de vivre avec. Mais Fanny se bat pour que sa fille ne soit pas pointée du doigt, pour qu'elle ait des activités normales et qu'elle puisse continuer son sport préféré. Une fois, t'avais que je suis tombée de fleurs à cru. À cru? Ouais. Ça fait trop mal. Ouais, il y en a beaucoup qui se moquent de mon poids, de mon épilepsie, de tout en fait sur moi. Et j'ai très peu d'amis. T'as pas honte de ta maladie? Un peu quand même des fois. Parce qu'il y en a qui me disent « Hé, la salle épileptique de merde, elle est là, attention, elle va tous nous contaminer. » Il y a des gens qui croient que c'est contagieux, c'est ça? Oui. Je me vois m'occuper d'elle jusqu'à ce qu'il faille que je m'occupe d'elle. Puis on verra plus tard, il y a des épileptiques qui réussissent leur vie professionnelle, leur vie de femme avec des enfants. Donc voilà, on fera tout pour qu'elle ait une vie comme moi. Ça peut partir en plus, hein, son épilepsie avec la puberté, etc. Donc, mais si c'est pas le cas, bah, on fera avec. C'est bien, chérie, bravo. C'est bien, ma biche. Aux hôpitaux universitaires de Genève, on opère des cas graves d'épilepsie. Bonjour madame, rien de trembler. Enchantée. Enchantée. Voilà, on vous a trouvé finalement. La doctoresse Anne-Chantal Héritier-Barras s'intéresse de près aux répercussions psychosociales des crises. Anne-Chantal Héritier-Barras, vous êtes chef de clinique d'épileptologie ici au HUG. Dans quel cas est-ce qu'on opère de l'épilepsie? Le principe d'une chirurgie d'épilepsie, c'est qu'on aille enlever le petit morceau de cerveau qui est à l'origine des crises. Donc il ne faut pas que ce soit non plus une grosse partie du cerveau, parce que sinon la personne n'arrive plus à fonctionner. Par exemple, elle n'arriverait plus à parler, ou elle aurait un problème pour la marche, ou un handicap moteur. Ça concerne une toute petite minorité des personnes. On sait que par exemple sur tous les personnes avec épilepsie, il y a à peu près 3/4 des patients qui vont bien répondre à un traitement par la bouche, un traitement conventionnel habituel, mais qui a 1/4 qui ne va pas répondre à ce traitement. Puis parmi ce 1/4 de patients, il y a à peu près un 10% qui va pouvoir être choisi pour une chirurgie de l'épilepsie. Vous vous occupez plutôt du côté psychologique, côté intégration sociale de la maladie de l'épilepsie? Les répercussions psychosociales de l'épilepsie sont parfois plus grandes que la crise en elle-même. Indépendamment du nombre de crises, on sait qu'une personne, par exemple, va développer peut-être une phobie de sortir à l'extérieur parce qu'elle va se dire « Oh mon Dieu, si je fais une crise dans telle situation, comment les autres vont réagir? Et puis après, j'oserai plus sortir parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer pour moi ?» Donc il y a des gens qui s'isolent et qui n'osent plus sortir. Est-ce qu'il y a des formes d'épilepsie qui peuvent être dangereuses en soi? Oui, alors imaginez que, surtout dans les formes où la personne n'a pas le temps de prévenir, déjà la situation dans laquelle elle se trouve peut être dangereuse pour elle. Si elle est
je ne sais pas si elle fait de l'escalade sans protection, sans être assurée, si elle est sur une échelle, ou typiquement aussi dans la baignoire. On dit souvent aux gens évitez de prendre des bains parce que même dans une petite quantité d'eau, puis c'est vrai que malheureusement il y a des gens qui se noient dans des petites quantités d'eau. Effectivement, il ne faut pas le cacher, le taux de mortalité, c'est-à-dire le risque de mourir d'une crise est un peu plus élevé chez les gens avec une épilepsie que chez la population normale. La crise en soi, est-ce que ça peut créer des lésions cérébrales? Que dans de rares cas où l'épilepsie peut entraîner un dysfonctionnement. Par exemple, s'il y a une épilepsie vraiment prolongée qui nécessite un séjour aux soins intensifs, c'est-à-dire c'est des convulsions pendant des heures ou des jours. Mais on a trop longtemps eu tendance à penser que c'est l'épilepsie, la répétition des crises allait créer un dysfonctionnement. Mais maintenant, on sait que c'est plutôt le contraire. C'est plutôt qu'il y a un dysfonctionnement à la base qui fait que ça donne des crises d'épilepsie. Où peut-on trouver de l'aide en cas de besoin? Alors, il y a pas mal d'associations de patients ou d'organismes sur le plan suisse. Notamment en Suisse romande, il y a la fondation Eclipse qui a son siège à Lausanne, qui offre une écoute pour les patients. La Fondation Eclipse offre une permanence tous les jeudis. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci à vous. Et depuis le début septembre, elle propose une consultation sociale spécialisée à Lavigny, une structure qui a été initiée par le docteur Folletti. On se proposait de se rencontrer aujourd'hui pour pouvoir faire un peu le point sur votre nouveau travail, comment ça se passe. Ludivine est venue chercher conseil auprès de Petra Benamou en ce qui concerne son parcours professionnel, car l'épilepsie fait souvent peur aux employeurs. Quand on annonce une épilepsie, ils ont peur de l'absentéisme en général. Plus que de la maladie, ils ont peur de l'absentéisme, ce qui est totalement faux. De formation hospitalière, Ludivine a finalement réorienté sa carrière vers le social et a pu trouver un poste à 50%. Petra Benamou lui a donné des clés utiles. Si je sens qu'elle est un peu en perte de confiance en elle, on repart sur ses acquis en montrant elle est d'abord ce qu'elle aime faire. Donc il faut toujours essayer d'aider les gens à faire ce qu'ils aiment et pas être dans des situations où on ne fait pas tout à fait ce qu'on aime. Eclipse organise également des groupes de parole dans tous les cantons de la Suisse romande où il est possible de partager son histoire, de ne pas se sentir seul. Tu les as toujours sentis venir ou pas? Oui. Bon, mais moi, cette fois-ci, ouais. je ne les ai pas sentis. Ouais. Voilà. Et ça, j'appelle grand mal. Il y a des personnes qui viennent dans ce groupe avec une question précise. Et ils ont la réponse et puis ils ne viennent plus. C'est un échange. J'ai vécu ça, qu'est-ce que j'ai vécu le mois passé, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et les personnes à qui ça fait du bien de voir qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas seuls avec ça. On a fait 14 sur une nuit. Je suis allé chez le toubib d'urgence faire un EEG d'urgence. Diagnostic, monsieur, vous êtes en pleine forme. En Suisse, il existe plusieurs associations qui travaillent main dans la main pour aider les épileptiques à intégrer une juste place dans la société. Parépi regroupe les parents d'enfants épileptiques en Suisse romande. La Ligue suisse contre l'épilepsie organise une semaine nationale de l'épilepsie avec des conférences. C'est efficace, ces groupes de parole? Ici, par exemple, on organise des groupes de patients, mais pas seulement pour un espace de parole, mais pour à visée éducative, c'est-à-dire pour qu'ils comprennent, qu'ils acquièrent des connaissances sur la maladie, puis savoir comment gérer au quotidien. Et ce qui est très difficile au début, c'est de les mettre en groupe, parce qu'ils se disent, ça n'est pas au groupe des alcooliques anonymes, c'est pas du tout la même chose. Donc même parmi les patients, il y a des réticences à se mettre en groupe. Quel comportement faut-il avoir envers une personne qui fait une crise d'épilepsie? La première chose à faire, dès qu'on a pu récupérer ses moyens, c'est de, si possible, coucher la personne par terre, la personne en crise, d'écarter les meubles ou des choses sur lesquelles elle pourrait se blesser si elle fait des mouvements, et puis desserrer une cravate ou un col de chemise pour qu'elle ait la possibilité de respirer. Si on peut le faire, mettre quelque chose sous la tête,
un sweatshirt ou quelque chose, et pas entraver les mouvements. Éviter de mettre des choses dans la bouche, c'est une idée préconçue. Il ne faut rien mettre parce que d'une part, la personne qui est en crise, si vous lui mettez quelque chose, elle risque de se casser les dents, si vous mettez quelque chose de dur, et si la personne qui porte secours, elle met ses doigts ou quelque chose, elle risque de se faire mordre. Est-ce qu'il faut appeler les secours? Il y a une condition dans laquelle il faut vraiment appeler, c'est si la crise en elle-même, c'est-à-dire les mouvements, durent plus de 5 minutes. Chez la personne âgée, on associe souvent les crises d'épilepsie avec de la démence. Comment faire pour différencier les deux? C'est vraiment pas facile parce que la personne avec une démence, elle aura des troubles du comportement. S'il y a des suspicions, la suspicion vient par exemple du fait que c'est des épisodes qui viennent et qui partent. Si ça vient une fois, que c'est des stéréotypes, c'est-à-dire que ça vient toujours la même chose, qu'il y a une séquence, par exemple la personne âgée va bouger sa main, elle va un petit peu mâchouiller, elle va faire un tour, puis elle va s'asseoir, puis après ça s'arrête. S'il y a des périodes comme ça qui se répètent au cours de la journée, là on aura cette suspicion de se dire « Ah, il s'agit peut-être d'une manifestation d'épilepsie ». Et puis surtout s'il y a des troubles du comportement, on sait qu'on pourra orienter après notre médication en fonction, c'est-à-dire donner un traitement contre l'épilepsie, c'est différent de donner un traitement qui traite le comportement. Merci beaucoup. Lors de la réalisation de cette émission, nous nous sommes rendus compte que les gens avaient besoin de témoigner pour mieux faire comprendre leurs difficultés, de sorte que le sujet soit moins tabou. Car certaines personnes peuvent avoir de l'épilepsie sans le savoir, d'autres prendront des traitements à vie, mais pourront être tout à fait fonctionnels dans la société. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente soirée.